intégralement la charge de prix. Le pouvoir, c'est comme l'immobilier. Ce qui compte avant tout, c'est la situation géographique. Plus on se rapproche du centre, plus notre bien prend de la valeur. Avec l'aide de Dieu. Félicitations. Où étiez-vous le 1er février 2013 ? Car c'est à cette date que sort House of Cards sur tous les téléphones, tablettes, téléviseurs et ordinateurs américains. Et pour l'occasion, dans les semaines précédentes, Netflix, start-up américaine technologique spécialisée dans la diffusion de films, lance une campagne de promotion massive offrant à tous la possibilité de visionner le premier épisode intégralement gratuitement, voulant ainsi démontrer la qualité de la nouvelle entrée de son catalogue. C'est là que pour la première fois, une série télévisée racontant l'histoire d'un homme politique trompé par l'homme qui l'a contribué à faire élire, entrera dans l'histoire comme la première série conçue pour et par une plateforme de streaming en ligne. Quelques mois après la sortie américaine, c'est le monde entier qui découvre les machinations du machiavélique Frank Underwood. En France par exemple, c'est Canal+ qui assurera la diffusion de l'œuvre. Mais en coulisses, les enjeux sont énormes. Alors que la firme comptait 33 millions d'abonnés en 2012 et est alors surtout connue pour avoir été parmi les premières à proposer des films et séries en ligne sur Internet, elle vient de faire un pari énorme, un pari à 100 millions de dollars, et relève ainsi un nouveau défi. Comment rester crédible quand toute l'industrie vous promet un échec assuré car ce n'est pas votre métier, disent-ils. Car oui, pour la petite histoire, les studios classiques ne voient pas d'un très bon œil ce diffuseur qui vient essayer de venir marcher sur leur plate-bande. Mais là où la concurrence remet en cause la capacité concrète de Netflix à faire, House of Cards possède en réalité un défi bien plus abstrait. Je vous avais oublié, pensiez-vous? Vous l'espériez même peut-être. Comment faire pour qu'un vendeur d'abonnements de streaming sur Internet, sans histoire artistique, puisse créer une œuvre donnant autant de frissons que des références comme 24 heures chrono ou Game of Thrones. Ce n'est pas facile de dire non à l'homme le plus puissant du monde libre, mais parfois la seule façon de gagner le respect de ses supérieurs, c'est de les défier. Surtout qu'on ne parle pas d'une série sur un super-héros, un personnage animé ou un espion. Il s'agit d'une série sur un homme politique. Et il vous suffit de regarder comment ces derniers sont traités dans les médias et les foules pour comprendre que ce n'est pas le sujet qui attire le plus les foules. Et pourtant, en axant sa campagne marketing autour de son personnage principal, son machiavélisme attirant la sympathie du spectateur en brisant le quatrième mur, Netflix démontre qu'il détient les ingrédients menant au succès. Mais il faut avouer que le risque était énorme. L'entreprise, après avoir frôlé la disparition à l'explosion de la bulle Internet, a dû réinventer plusieurs fois son service et sa manière de gagner de l'argent. Depuis 2010, elle est en pleine expansion et ses investissements sont concentrés sur la stabilisation de son nouveau modèle de service, le streaming en ligne, accessible par abonnement, et plus généralement sur la croissance de son nombre d'abonnés. Alors que Netflix a aussi des plans très ambitieux pour s'étendre partout dans le monde, comment expliquer qu'elle fasse un pari à 100 millions de dollars, soit plus de 2 fois le bénéfice qu'elle a réalisé en 2012 ? Il n'existe pas vraiment de données officielles sur la réussite de la distribution d'House of Cards. Quelques études externes nous apprennent néanmoins que Netflix considère la série comme un succès, autant dans sa distribution que sur le plan économique. En témoigneront d'ailleurs les 5 saisons qui suivront et dont l'arrêt final est davantage lié à des raisons extérieures au show qu'à son succès. Néanmoins, personne ne semble avoir compris l'intérêt premier de cette série. Pour beaucoup, notamment en France où Netflix n'était pas encore disponible, elle apparaissait comme une série parmi tant d'autres, certes de grande qualité et médiatisée, mais une série tout de même à l'image de ce qu'a pu être Viking ou Homeland la même année. Mais au-delà de la réussite artistique du projet, si je vous disais que l'intérêt recherché par Netflix est tout autre, à travers cette série, la firme américaine cherche davantage à éprouver un nouveau modèle, celui des contenus autoproduits. Parce que, malgré sa réussite économique apparente, Reed Hastings, le directeur général de Netflix, sait
que son entreprise est un géant au pied d'argile. Après avoir été les premiers à passer des VHS au DVD, puis des DVD au streaming en ligne, il comprend que le marché des films et séries sera de moins en moins dépendant de ces réseaux de distribution. Et Reed Hastings, c'est justement un distributeur. Il sait que pour obtenir les contenus qu'il diffuse, les studios de cinéma peuvent lui imposer leurs conditions. Et ça lui plaît pas du tout. Parce que si jusque-là, il s'entendait avec les studios pour exploiter leur production contre rémunération, il voit arriver le jour où les studios ne renouvelleront plus les contrats de diffusion pour lancer leur propre plateforme, allégeant le catalogue de Netflix et donc l'intérêt de son service. Sa réponse, c'est justement House of Cards. Oh, arrêtez de nier, vous avez adoré. En effet, il lance son entreprise dans la coproduction ou la production de films et séries. Contrairement à son statut de diffuseur des Harry Potter, Marvel et autres grosses marques des films et séries, il devient seul maître à bord. Au fond, vous vous fichez que je m'élève contre quoi que ce soit. Vous voulez juste que je me lève? D'abord dans les choix artistiques, ce qui aura son importance, mais on y reviendra un peu plus tard, mais surtout, il étoffe son catalogue à durée indéterminée. Que je sois l'homme de poigne, l'homme d'action. Mon Dieu, vous êtes tellement accro à l'action. En fait, tout à l'heure, je vous ai un peu menti. La première véritable série financée par Netflix est Lilyhammer. Cette série, Netflix la coproduit, c'est-à-dire la cofinance, avec une société norvégienne qui s'appelle NRK1. Je suppose que ça doit se dire en norvégien, mais à défaut, on la prononcera en bon franchouillard. La série raconte l'histoire de Frank Tagliano, un mafieux new-yorkais qui trahit son clan puis est placé en programme de protection des témoins. Envoyé dans la petite ville norvégienne de Lillehammer, il tente de recommencer une nouvelle vie, tout en y important, malgré lui, ses méthodes de gangster. Le premier épisode est diffusé à la télévision norvégienne en février 2012, soit tout juste un an avant le premier épisode d'House of Cards. Elle connaîtra un succès modéré avant d'être arrêtée à l'issue de la 3e saison, mais elle reste néanmoins le premier Netflix original content de l'histoire, le premier d'une longue série qui perdure encore aujourd'hui. C'est néanmoins bien avec House of Cards que la dimension des productions Netflix va changer. Avec House of Cards, l'entreprise n'est plus dans la petite série. Elle recrute des têtes d'affiche et lance une forte campagne de communication. Si Lilyhammer est le premier original content du grand N, House of Cards lance l'ère du prestige et des grandes séries Netflix, visant à concurrencer de manière directe les productions du pôle historique d'Hollywood. Si on regarde bien, House of Cards n'est pas seulement une bonne série politique, c'est la première fiction pensée spécifiquement pour être binge-watchée. Une saison écrite comme un immense film de 13 heures, découpé non pas pour la télévision traditionnelle avec les coupures pub, etc., mais plutôt pour un spectateur libre de tout enchaîner d'une traite ou de faire des pauses pour faire durer le suspense. Les 13 épisodes de la première saison seront disponibles dès le premier jour, à tous les abonnés. Et ça, c'est totalement nouveau. Plus de rendez-vous hebdomadaires, plus d'attentes imposées. Tout est livré en bloc, comme un genre de grand buffet culturel où on se sert à volonté. L'objectif derrière ça est clair. Attirer le spectateur, le retenir, et surtout mieux le comprendre pour lui proposer exactement ce qu'il veut. Comprendre ce que veut son client. Ça a toujours été l'obsession de Reed Hastings. Dès la fondation de Netflix, alors qu'il envoyait des DVD par la poste, il cherchait à optimiser la satisfaction de ses consommateurs, mettant en place un système d'algorithmes permettant de cerner les films susceptibles de plaire à un consommateur et lui envoyer automatiquement ce nouveau DVD quand il renvoyait le dernier qu'il avait regardé. La recommandation de contenu est un pilier fondamental du fonctionnement de Netflix. Le catalogue de films proposé par le service est particulièrement large, si bien que seul vous scrolleriez pendant un long moment, finissant par ne rien regarder, découragé et déçu. L'algorithme va justement vous aider à trouver du contenu à regarder en mettant en avant telle ou telle œuvre en fonction de ce qu'il pense que vous allez aimer.
Vous savez, c'est le fameux petit pourcentage présent sur la page de présentation de la série. Pour Reed Hastings, l'enjeu est grand, puisque plus l'algorithme est performant, plus il permet de comprendre précisément ce que veut regarder le consommateur. L'intérêt commercial est évident. Plus le client consomme sur la plateforme, plus il sera satisfait de son expérience, recommandera le service et restera fidèle. Mais derrière cette première approche s'en cache une toute autre, qui se dévoile dans l'exploitation de la donnée. Reed Hastings et les équipes de Netflix passent des heures, des jours, des semaines sur des tableaux de chiffres, analysant, comparant, testant. Ils vont se poser plein de questions, pour au final répondre à une seule: qu'est-ce qui fait qu'une série marche? À partir de leurs données, ils tirent des conclusions, et de ces conclusions naissent les fameux contenus originaux Netflix. En effet, Netflix va se servir de sa connaissance de ce que veulent voir leurs clients pour les mettre à l'écran. C'est là que réside tout l'enjeu du Netflix Original Content. Orange is the New Black, Stranger Things, La Casa de Papel, Squid Game. À travers les années, Netflix va se servir de ce savoir intime des goûts du public pour produire des œuvres capables de parler à ses spectateurs qui n'ont ni la même langue, ni la même culture, ni même le même imaginaire. Et c'est là que se cache le génie de la politique lancée avec House of Cards. Netflix ne cherche plus seulement à satisfaire un pays ou une audience ciblée, mais plutôt à façonner des univers culturels transnationaux. Cette stratégie donne naissance à une nouvelle forme de création, des fictions locales, profondément enracinées dans leur culture d'origine, mais pensées pour pouvoir voyager. Stranger Things, par exemple, recycle la nostalgie américaine des années 80, mais la transforme en un langage universel et fantastique. Squid Game, quant à lui, pousse cette logique encore plus loin. Netflix mise sur ses histoires profondément coréennes, ses jeux traditionnels, sa critique sociale, son esthétique presque théâtrale, et la propulse comme un phénomène global. Petit à petit, Netflix invente une nouvelle catégorie culturelle, des globaux, localisés, des fictions qui parlent une langue particulière, mais avec une grammaire narrative suffisamment universelle pour être adoptée par la planète entière. À travers cette démarche, la plateforme ne se contente plus de diffuser ses séries. Elle fabrique des imaginaires globaux, des références communes, des récits partagés qui circulent désormais plus vite que n'importe quel produit culturel avant eux. Netflix n'étant pas seulement son catalogue, avec ses contenus originaux, elle prend ainsi sa revanche sur les vieux d'Hollywood, qui, quelques années à peine auparavant, exprimaient clairement leur intention de lui faire fermer boutique. Face aux blockbusters et autres studios de production bien installés, Netflix se sert de ses armes technologiques pour proposer une alternative via des films et des séries ayant une patte artistique commune. Comme on reconnaît les vidéos de MrBeast par la mise en scène et les gigantesques cash prizes, on reconnaît les séries Netflix par une intensité visuelle et narrative devenue, avec le temps, presque instinctive. L'image est toujours propre, contrastée, presque lisse. Les couleurs sont saturées, le rythme est pensé pour être fluide, digestible, immédiatement accrocheur. Les récits se construisent en arcs longs, comme si chaque saison n'était qu'un chapitre d'un film de 10 heures. Dans les personnages mis en scène, on voit que Netflix adore mettre à l'écran des outsiders, individus marginalisés, anti-héros ou personnalités cabossées par le système. Je pense pas que les séries se veulent explicitement militantes, mais elles portent néanmoins des messages sociaux, militants et témoins des débats de la culture occidentale. En combinant ces trois éléments, une esthétique reconnaissable, une philosophie narrative identifiable et une méthode de production unique guidée par la donnée, Netflix crée une culture propre, la culture Netflix. En un peu plus de 10 ans, Netflix est passé du statut de simple loueur de DVD à celui d'un des plus grands constructeurs d'imaginaire du XXIe siècle. House of Cards, en 2013, n'était peut-être qu'une série politique aux yeux du grand public. Mais pour Netflix, c'est un acte fondateur. Une prise de position, un pari à 100 millions de dollars
posés sur la table en face d'Hollywood, comme pour leur dire « on peut créer nous-mêmes et on peut créer autrement ». Car derrière Frank Underwood, derrière les monologues face caméra et les complots dans les couloirs du pouvoir, se jouait sans doute un basculement historique, celui d'un diffuseur qui refusait de rester spectateur. La suite, on la connaît. Tant de séries iconiques, des œuvres nées de cultures différentes, mais unies par une ligne artistique et culturelle commune. Ce qui est frappant, finalement, c'est la manière dont Netflix a transformé une faiblesse, sa dépendance au studio, en une force créative. Alors que tout Hollywood attendait son échec, la plateforme a choisi d'inventer un nouveau modèle culturel. On peut aimer ou non le résultat, on peut s'inquiéter de la standardisation ou saluer l'ouverture culturelle. Mais une chose est certaine, depuis House of Cards, Netflix n'est plus seulement un service où on regarde des séries. C'est un acteur culturel majeur, un producteur d'histoire, un architecte d'imaginaire qui influence la manière dont des centaines de millions de personnes se divertissent, rêvent et comprennent le monde. Et tout ça a commencé un 1er février 2013, avec un homme en costume dans un bureau de Washington qui brisait le 4e mur pour me dire « Je sais exactement ce que vous voulez voir ». J'espère que cet épisode vous a plu, vous l'avez vu dans un style un petit peu différent, plus narratif. J'espère que ça vous a plu. Moi je vous dis à bientôt dans un nouvel épisode des Échos du Temps.